La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je reçois un expert en neurosciences cognitives. Je vous ai déniché vraiment le meilleur pour parler de la relation entre notre cerveau, notre santé mentale et les réseaux sociaux. Il s'appelle Thibaut Dumas et si vous ne le connaissez pas encore, vous allez l'adorer, vous allez enfin comprendre cette notion d'hyperconnexion, le lien avec les réseaux sociaux et notre santé mentale. Il va vous partager également des conseils pour réduire le temps des écrans et apprendre à se déconnecter parce que oui, c'est possible. Et c'est vrai qu'à l'ère du digital et surtout quand on est entrepreneur, on le sait, c'est pas évident. Et pourtant, ça a tellement d'impact négatif sur nous. Donc je vous invite vraiment à écouter cet échange attentivement, à prendre des notes et surtout à appliquer ce qu'il vous dit. Bonne écoute à vous. Hello Thibaut, je suis ravie de t'accueillir dans La vérité si j'entreprends pour parler d'un sujet qui, je pense, va intéresser beaucoup de personnes puisqu'on va parler d'hyperconnexion, on va parler du lien entre les réseaux sociaux, les écrans, sur notre santé mentale, notre cerveau et je suis trop contente d'avoir un expert comme toi aujourd'hui pour parler de tout ça. Comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Fiona. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais pour les personnes qui te connaissent pas? Alors je m'appelle Thibaut Dumas, je suis docteur en neurosciences cognitives. J'ai travaillé sur les rapports entre le cerveau et les nouvelles technologies, aussi bien l'impact positif des nouvelles technologies, mais aussi l'impact négatif, notamment via l'hyperconnexion, l'impact des réseaux sociaux, des smartphones, sur les adultes, sur le mode de travail et aussi sur les plus jeunes. C'est vrai que nous, on va se concentrer plutôt sur l'aspect négatif parce que j'ai l'impression que les gens voient plus le positif à tout ça. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire du coup concrètement c'est quoi l'hyperconnexion et comment on peut reconnaître justement qu'on est hyper connecté dans notre quotidien? À quoi ça ressemble? Alors l'hyperconnexion, déjà, c'est lié au fait que nous passons de plus en plus de temps sur les dispositifs connectés, qu'ils occupent de plus en plus de place dans nos vies, dans nos interactions, dans nos façons de travailler, dans notre façon de percevoir le monde, dans notre façon d'interagir. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, ça crée ce sorte de concept qui est l'hyperconnexion. Ça se traduit de plein de façons différentes. En fait, cette hyperconnexion, donc notre rapport excessif avec le numérique, il va se traduire par des modifications, par exemple, dans le travail où on va avoir de plus en plus d'outils, on va passer de plus en plus de temps sur ces outils, on va avoir des logiciels qui vont s'additionner, c'est-à-dire qu'on a à la fois un logiciel pour les emails, et puis comme le canal email est assez saturé, on a rajouté des messageries instantanées, et puis après on a rajouté des outils de gestion de projet, après des outils de gestion de leads commerciaux, etc., etc. Et à chaque fois on rajoute un nouvel outil, une nouvelle couche de communication sur laquelle, eh bien souvent, on demande aux gens d'être joignables en permanence, de répondre dans l'immédiateté, etc., etc. Donc, sur la partie travail, ça a beaucoup impacté effectivement nos façons de travailler. Et ça, derrière ça, il y a aussi beaucoup de sujets en management, en organisation du travail, en formation, etc. Et puis aussi sur la partie personnelle, bah là, ça a aussi beaucoup changé les choses parce que ben, avant, par exemple, il y a plein d'exemples, mais Là, si on prend le sujet du partage d'informations, on revenait de vacances, bah, on se prenait une séance de, euh, de diapos et puis là, on regardait les photos qui avaient été prises pendant les vacances. Bon, C'est maintenant, c'est vrai. plus tout le cas. Maintenant, bah, on va les photos, on va les partager durant toutes les vacances. On va en prendre de plus en plus avec un volume de personnes qui est complètement dément hein, parce que peut-être la séance de diapos, c'était une dizaine, quinzaine de personnes. Bon, bah maintenant, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes avec qui on partage ce qu'on vit, ce qui se passe dans notre quotidien, ce qu'on ressent, nos pensées, etc. Donc voilà. Donc on génère de plus en plus d'informations. Ça, c'est l'infobésité. Donc c'est la contraction entre information et obésité. Donc le fait qu'on ait tous ces outils et qu'on ait cette facilité à partager, ben, on produit de plus en plus d'informations. Sauf que, eh bien, on est aussi récepteur de cette information. Donc, nous aussi, on est submergé de plus en plus d'informations qu'on doit traiter, qu'on doit analyser, à laquelle on doit réagir. Donc, on produit encore plus. Voilà, c'est une sorte de cercle sans fin où on est en permanence submergé d'informations.
Donc ça, c'est un des éléments principaux de l'hyperconnexion. Et puis après, il y a aussi plein d'aspects sur la santé mentale aussi qui sont en train d'être étudiés. Oui, Donc ça, je voilà, pense qu'on donc pourra revenir dessus. ça touche beaucoup de choses, beaucoup de sphères de la vie en général. Ouais, on reviendra sur les conséquences plus négatives justement de l'hyperconnexion, mais je rebondis sur ça. Est-ce que du coup tu penses que c'est les nouvelles technologies et puis le fait qu'on soit de plus en plus aussi connecté qui fait qu'on a notre attention qui a diminué? Parce que je me souviens pendant la conférence, pour la petite histoire, moi j'ai connu du coup Thibaut grâce à une conférence dans un événement qui nous disait que la durée d'attention était, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en 2004 je crois de 2 minutes 30 et qu'aujourd'hui on est à 45 secondes, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il y a quand même un gros gap entre les deux. En tout cas, notre durée d'attention avant de switcher sur une autre tâche. Est-ce que du coup, c'est lié à ça justement trop d'être sollicité? C'est c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le span attentionnel. Donc c'est une mesure du temps d'attention qu'on va avoir en moyenne sur une tâche avant de spontanément passer à une autre tâche. Hmm. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on va mesurer dans le cadre de tâches voilà, aléatoires au travail, par exemple. Donc on voit que spontanément, on a tendance à de moins en moins rester focalisé sur une chose avant de passer à une autre. Est-ce que c'est l'ensemble de notre hyperconnexion qui est la cause de ça? Ça, c'est encore très difficile à dire. On voit qu'il y a des corrélations. Est-ce que c'est la cause? Je ne sais pas. On pense que oui, parce que, en fait, les mécanismes d'attention dans le cerveau, c'est des réseaux de neurones particuliers. Et dans le cerveau, pour que quelque chose fonctionne bien, au même titre que dans le corps avec les muscles, c'est à peu près la même analogie, il faut le travailler. Hmm. Donc si on ne le travaille pas, eh bien cette compétence a tendance à décliner. C'est un peu ça avec l'attention. Si on s'entraîne pas, si on déshabitue notre cerveau à se concentrer de façon durable, ben, automatiquement, lui, voilà, il va pas le faire. Il est un peu feignant en quelque sorte. Donc, mais il va s'habituer à être de moins en moins concentré en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Après, bon, ce span attentionnel, il est quand même variable beaucoup d'une chose à l'autre. On a aussi un exemple totalement opposé, qui est aussi un exemple d'hyperconnexion. Maintenant, on a des séries sur Netflix, on peut avoir des dizaines d'heures de contenu qu'on va binge-watcher pendant un week-end entier. C'est Là, vrai. visiblement, on n'a pas de problème de concentration dans ces cas-là. Donc, c'est encore assez compliqué à dire. Donc, on voit que sur certains sujets, on arrive à bien se concentrer et à mettre tout en place dans notre vie pour que vraiment on puisse avoir ces 10 heures de série non-stop et être à fond dessus. Et en parallèle, on voit que bah, dans une réunion, on va saisir notre téléphone, on va faire autre chose, que en fait, on va avoir du mal à rester concentré sur une vidéo, que lire un livre, ça va devenir pénible. Bon, vous voyez, donc c'est assez variable quand même. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Moi, à titre personnel, quels sont les moments où moi j'ai l'impression que ça m'impacte plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des usages qui sont plus difficiles? Est-ce que ça me perturbe dans mon travail, dans ma vie perso, etc. Donc c'est ça en fait, c'est ça pour répondre à la question de est-ce que moi je suis sujet à l'hyperconnexion? Je pense que on vit dans un environnement qui est de plus en plus connecté, donc ça c'est une réalité. Maintenant, est-ce que ces usages-là, à quel point je suis en contrôle de ces usages? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de me connecter? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de passer 2 heures sur Instagram ou pas? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de passer du temps sur TikTok? Quel contenu je vois? Pourquoi? Qu'est-ce que ça impacte chez moi en termes d'émotion? Est-ce que ça me procure du plaisir ou du stress? Voilà, c'est ça c'est les questions que je pense à se poser pour savoir si, bah, dans mon cas, c'est un problème ou pas l'hyperconnexion. Et pourquoi justement, parce qu'on parle des réseaux sociaux, etc., pourquoi notre cerveau, il aime autant les réseaux sociaux? Parce que je rebondis quand tu dis par rapport à Netflix ou regarder la télé. Moi, c'est vrai que c'est une habitude, une mauvaise habitude que mon chéri d'ailleurs déteste. Mais même quand on regarde la télé, j'ai ce réflexe de prendre mon téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, alors que je ne fais absolument rien. Mais j'ai toujours ce réflexe quand je fais quelque chose de prendre mon téléphone et d'aller checker les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été démontré par rapport à ce sentiment-là, en tout cas enfin, avec les réseaux sociaux. Ouais. Alors là, on touche encore une autre facette de l'hyperconnexion qui est le multitâche. Alors, le multitâche, ça existait déjà avant, bien Ouais. sûr, mais on a de plus en plus tendance à avoir recours au multitâche. Il y a un premier élément, c'est que on passe de plus en plus de temps sur les dispositifs connectés, sur les écrans, bon, de manière générale. Le problème, c'est que notre temps disponible dans la journée, lui, il n'augmente pas. Donc, on va aller de plus en plus aller chercher, et souvent, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en entreprise, parce que moi j'interviens souvent en entreprise, c'est ce sentiment qu'il manque de temps et qu'on n'a pas eu assez de temps pour faire ce qu'on devait faire. Et alors, quelle est une
des réflexions qu'on peut avoir. Bah, si je manque de temps, bah, si je fais plusieurs choses à la fois, je vais gagner du temps, je vais Oui, être plus c'est vrai. productif. Donc, c'est un peu une sorte de réflexe qu'on va avoir par rapport à tout ça, en se disant, bah, si j'ai pas eu le temps de faire ce que je devais faire dans la journée, bah, peut-être si je regarde mes mails pendant la réunion ou si je regarde mes réseaux sociaux pendant un film, bah, en fait, j'optimise encore plus. Je suis une sorte de super-héros, j'arrive à être sur plusieurs fronts en même temps et donc je suis encore plus productif, plus efficace, etc. Donc ça, déjà, ça, c'est un peu une tendance qu'on a. Ça me parle. Euh, alors, voilà, spoiler, ça marche pas du tout comme ça dans le cerveau, hein. Voilà, effectivement, c'est pas du tout la technique la plus efficace, malheureusement. Ça se saurait depuis le temps. On serait tous, on ferait des cours de multitâche à l'école si c'était le cas, ou Ouais, dans les entreprises, mais c'est pas le cas. Le multitâche n'est pas du tout un élément, une technique qui permet d'être plus efficace. Au contraire, ça a plein d'effets négatifs par ailleurs. désolée. Mais alors après, voilà, il y a un autre sujet qui est effectivement pourquoi en particulier ce téléphone, pourquoi on va se saisir de son téléphone. Là, ça touche encore un autre sujet qui est qu'en fait, eh bien, notre attention, c'est un marché pour tous ceux qui vont produire des contenus sur Internet, pour les éditeurs d'applications, que ce soit des jeux, des réseaux sociaux, des actus, peu importe. Leur business model, c'est en général de travailler avec des régies publicitaires, donc c'est de capter l'attention des gens. Donc, certains d'entre eux vont être très, 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 très forts pour développer de nouvelles techniques pour capter notre attention. L'une de ces techniques, ça va être aussi eh bien de nous rendre en quelque sorte accro avec les outils. Alors évidemment, on n'est pas sur de l'addiction à la cocaïne ou autre, mais ça quand même, on retrouve des fois Hmm. des mécanismes très similaires notamment aux jeux en casino par exemple. Donc c'est des choses assez proches qui vont toucher des comportements, des addictions de type comportemental. Donc on va retrouver des parallèles. Et bien là, par exemple, si je suis en train de vivre un moment et que j'ai euh, ce besoin un peu, cette envie impérieuse de me saisir de mon téléphone, c'est un peu ça en fait qui se passe, hein. On est sur quelque chose de l'ordre de l'addiction. Et c'est là que je reviens à cette notion de est-ce que j'ai décidé vraiment à l'origine de me saisir de mon téléphone ou est-ce que c'est quelque chose, un comportement qui s'est inscrit dans le temps parce que bah, j'ai pris cette habitude, parce que j'ai peur de rater une information, parce que j'ai envie d'être en contact avec d'autres personnes et parce que j'ai développé en fait une sorte de comportement addictif avec mon outil. Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion de peur de louper quelque chose et en même temps de devoir aussi un peu montrer notre vie parce qu'il y a aussi la comparaison après qui arrive sur les réseaux sociaux. Bon, alors moi, là, je vais plus parler pour les entrepreneurs, mais c'est vrai que les entrepreneurs, c'est ce que je vois beaucoup, que ce soit avec mes clients et même moi, je suis passée par là, mais on va dans une course à toujours devoir faire plus et du coup, il faut montrer encore plus et pour se démarquer, il faut et bref, et du coup, c'est vrai qu'à l'ère du digital, moi, j'ai une certaine croyance, en tout cas, où je me dis, mais c'est pas possible de déconnecter des réseaux, de déconnecter des écrans. Et pourtant, j'ai envie, mais je me dis, en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas. Et du coup, c'est hyper compliqué. Après, je sais que qu'il y a une corrélation, et on pourra en parler avec tout ce qui est le sentiment de solitude, la dépression, etc. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en burn-out et qui ne vont pas bien à l'heure actuelle. Mm. Et je pense que c'est aussi en partie à cause de ça et la relation qu'on a avec les réseaux sociaux et peut-être avec les autres. Qu'est-ce que toi t'en penses? Alors effectivement, alors c'est un sujet qu'on retrouve en entreprise et qui est effectivement encore plus fort chez les entrepreneurs. Alors moi, les entrepreneurs, je connais bien cette population-là, déjà parce que moi je suis entrepreneur aussi par ailleurs. Et puis, parce que j'avais aussi dirigé un incubateur de start-up aussi à une époque, et j'accompagne encore beaucoup d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs, il y a ce rapport très particulier avec le travail, puisque on a déjà dans tous les travails de plus en plus une frontière entre la vie perso et la vie pro qui est de plus en plus fragile, évidemment. Encore plus avec le télétravail. Là, j'enregistre, je suis chez moi. Donc mon bureau et mon salon, c'est la même pièce. Donc ma vie est en fait totalement intriquée avec mon travail. Mais avec les entrepreneurs, c'est encore plus le cas parce qu'il y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de... euh, Tout ce que je gagne et ce que je réussis à faire est lié uniquement et directement à ce que moi, je vais pouvoir mettre en place en termes de travail, en termes d'activité, etc. Donc chaque minute que je prends pour moi, pour me détendre, forcément, je pourrais me dire que c'est une minute perdue pour me développer professionnellement, développer mon business et gagner ma vie. Donc forcément, c'est très compliqué de pouvoir avoir un rapport avec le numérique avec un peu plus de distance quand on est entrepreneur. Malgré tout, je pense à titre personnel qu'on peut réussir à avoir un usage plus raisonné du numérique même quand on est entrepreneur. Moi,
je le fais à titre perso, je suis sur quasiment aucun réseau social à part LinkedIn. Je me connecte peut-être 2 à 3 fois par jour, grand maximum. Mes emails, je les vois les 3, 4 fois aussi dans la journée. Et ça m'empêche pas de gagner ma vie, de vivre, de traiter les urgences. Ben, si vraiment il y a une urgence, on peut toujours m'appeler au téléphone. Donc voilà, on peut. C'est une question de définition aussi de notre rapport au travail, définition de notre rapport avec les urgences et la réactivité. Et c'est pas parce qu'on n'est pas réactif en permanence 24 heures sur 24 à la seconde près qu'on travaille mal ou qu'on est un mauvais entrepreneur, etc. Donc ça, il faut aussi déconstruire aussi ça aussi par ailleurs. Euh, il y a aussi un autre point, c'est que l'entrepreneuriat, peut-être encore plus que dans d'autres travails, c'est c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais même un Attends. marathon version très très longue parce que ça peut Mm. durer des années. Ah oui. Donc il y a un élément. Vraiment, alors là, si je m'adresse à un entrepreneur qui, je pense, doivent toujours avoir en tête, toujours, même si ça paraît évident, c'est que la première ressource d'un entrepreneur, c'est pas ses levées de fonds, c'est pas son produit, c'est pas ses clients, c'est lui-même. Donc, si lui ou elle, l'entrepreneur, commence à ne plus bien fonctionner, eh bien, c'est tout le projet qui s'écroule. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement important. L'entrepreneur, sa ressource principale, c'est lui ou elle qui est au cœur du projet. Donc quand Et tu dis donc, lui ou elle, c'est oui, donc son énergie, son exactement. temps, etc. Mm. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie de ces activités doivent être aussi dédiées à euh, investir en quelque sorte dans sa propre santé, dans sa santé mentale, dans son bien-être, dans son énergie, dans sa fatigue, etc. Donc, euh, c'est ça qu'il doit garder en tête. Donc, s'il est toujours ou elle en permanence en train de réagir, d'être dans l'instantanéité, dans la comparaison, etc., qui a plein d'effets négatifs aussi par ailleurs, forcément, en fait, l'entrepreneur ne va pas être dans... Si son objectif, c'est de faire marcher son business, ben, en fait, il va à l'encontre de cette mission-là, puisqu'il n'est pas en train de renforcer sa ressource principale, qui est l'entrepreneur lui-même. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et c'est pour ça, et ça, on le retrouve très bien avec les sportifs de haut niveau, par exemple. C'est vrai. Les sportifs de haut niveau aujourd'hui qui sont en train de faire les JO, moi je communique beaucoup avec des préparateurs mentaux. Il y a des années, j'avais été voir à l'INSEP, rencontrer des gens qui entraînent les joueurs olympiques, etc. Et je connais aussi des gens qui sont aussi dans ces sphères-là aujourd'hui. Pour eux, il y a pas de doute possible. Et ils doivent passer du temps, évidemment, à s'entraîner sur leur activité physique. Donc là, on pourrait dire que c'est pour l'entrepreneur, ben, le parallèle, ça sera faire ses publications sur ses réseaux sociaux, ça va être faire ses propals, préparer sa prospection commerciale, peu importe. Ça, c'est son activité. Mais le sportif de niveau, il va aussi passer un temps sacré à dormir, à bien manger, à faire de la récupération. La récupération sport, c'est indispensable. Donc voilà, tout ça va être organisé dans son temps et on peut être certain qu'à minuit, il ne sera pas sur TikTok, hein. Ça, c'est garanti. Et pendant sa pause déjeuner, il sera pas sur Twitter, il sera pas sur Insta. Ça, c'est garanti aussi. Donc, et ça l'empêchera pas de gagner la médaille d'or. Voilà. Et au contraire, ça va être ça l'élément clé. Donc, s'ils le font, si les sportifs de haut niveau le font, alors que la recherche de performance est l'objectif numéro un, je pense que ça peut être, c'est peut-être que ça marche. Voilà. C'est peut-être qu'il y a Peut des être à la raisons portée de tous. voilà. Portée de tous, bon, on n'est pas tous capables d'avoir 4 médailles d'or Oui, on en s'entend. natation. Mais, euh, mais en tout cas, on est capable de mettre en place, et c'est ça aussi qui est intéressant, le point positif d'être entrepreneur, c'est que par rapport à des gens qui sont en entreprise, qui ont un niveau de contrainte qui leur est imposé par leur direction, par leur hiérarchie ou par la culture de l'entreprise. Et donc, il y a des entreprises où on ne peut pas se déconnecter parce que c'est la culture qui est comme ça et qu'on vous impose de le faire, où on doit utiliser tel outil, etc. Quand on est entrepreneur, on peut choisir. Donc c'est Mm. ça aussi l'avantage. Donc malheureusement, la conséquence, c'est que souvent, bah, on se laisse déborder, Ouais. mais on a aussi quand même cette possibilité de pouvoir décider pour soi-même ou avec son équipe, si on est une petite équipe, bah, quelles sont les règles. Voilà. Est-ce que moi, j'ai envie d'être connecté le soir et le week-end? Est-ce que j'ai envie de regarder mes emails tout le temps? Est-ce que peut-être je pourrais me dire que je pourrais faire que 1 heure, 2 heures, 3 heures de réseaux sociaux? Peut-être que pendant les vacances, je peux me déconnecter. Exemple concret, mon associé, là, en ce moment, il est en vacances. Bon, eh bien, on s'est fait, pendant ses vacances, il déconnecte à 100%. Voilà, il n'a pas d'accès à ses emails, il n'a pas accès à ses réseaux sociaux.
Il me donne ses codes de sa boîte mail. Il me fait un rendez-vous d'une heure ou deux avant pour me dire, voilà, les dossiers en cours. S'il y a telle personne qui écrit, bah là, tu m'appelles, tu me passes un coup de fil parce que là, c'est une urgence. Mais lui, il sait que il a son téléphone. S'il a besoin, je l'appellerai. Et rien que ça, déjà, ça lui change la vie. Il peut se déconnecter, il peut faire autre chose. Il peut être tranquille. C'est vrai que la notion de Voilà. déconnexion, surtout chez les entrepreneurs, est très compliquée. Et justement, est-ce que ça serait quoi, du coup, tes conseils pour réduire, alors déjà, le temps des écrans, mais aussi apprendre à se déconnecter? Je sais Ouais. que tu en avais partagé quelques-uns la dernière fois qui m'avaient pas mal plu. Mais voilà, si tu devais nous donner tes trois meilleurs conseils pour vraiment apprendre à diminuer son temps d'écran, pour apprendre à vivre, à prendre soin de soi et du coup, bah, déconnecter, montrer que c'est possible de Ouais. déconnecter et de reprendre le contrôle sur le temps qu'on passe sur les écrans. Ouais. Première étape, déjà qui pourrait être intéressante, c'est d'observer déjà comment je suis connecté. Est-ce que, quelle est la première chose que je fais le matin en me levant? Quelle est la dernière chose que je fais le soir en me couchant? Souvent, très souvent, c'est de consulter les réseaux sociaux ou autres. Donc déjà, c'est un signe. Mais voilà, on peut déjà commencer à regarder ça. Quels sont les usages? Combien de temps ça dure? Maintenant, toutes les applis, tous les téléphones mesurent le temps passé sur les apps. Ça peut être intéressant. Regardez sur le téléphone, sur l'ordinateur. Regardez quelles sont les notifications. Qu'est-ce qui a accès ou pas aux notifications, etc. Donc, ça fait une sorte d'un peu de diagnostic. Est-ce que j'ai pu manger sans être connecté? Est-ce que j'ai fait une pause? Est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que, voilà. Voir un peu tout ça. Quel est mon sommeil aussi? Voir un petit peu aussi, ça c'est important. Ou est-ce que le soir, bah, je passe 2 3 heures en plus pour regarder les réseaux? Est-ce que je me lève? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai besoin de prendre un café le matin pour démarrer parce que j'ai pas assez dormi? Voilà, en fait, tout ça est lié. Donc ça, c'est intéressant de refaire un peu Je l'état des comprends. lieux et des émotions que ça me génère. Est-ce que ça me procure de la joie, de l'euphorie, que ça me donne envie de me dépasser au travail, etc. Ou est-ce que à chaque fois que je vois la notification, ça me rajoute du stress. Est-ce que je me dis, oh là là, j'ai ma to-do list qui est encore en train d'exploser? Est-ce que, oh là là, j'ai pas pris de pause entre les 4 visios que je me suis faites et j'en peux plus? Est-ce que j'ai du mal à me concentrer? Voilà. Oui, Voilà. Quels sont les effets positifs et négatifs que ça véhicule chez moi? Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place? Alors moi, les mots-clés, c'est vraiment reprendre le contrôle. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est de se dire, au lieu d'avoir des notifications toute la journée, en continu, en synchrone, qui m'interrompent dans ce que je fais et qui vont me happer pour m'emmener sur autre chose, est-ce que déjà je peux pas peut-être couper un maximum de ces notifications? Prenons mon cas. Moi, une grosse partie de mon temps, c'est de réfléchir à des sujets de conférence, écrire, etc. Ces sujets-là, il faut que je sois vraiment concentré, il ne faut pas que je sois interrompu, puisque sinon je vais perdre du temps et au lieu de me prendre une semaine, ça va me prendre des mois. Donc, bah, il y a des moments dans ma journée où je sais que je vais couper. Voilà, ça va être, je sais pas, de 9 heures à midi et demi. Bah, peut-être que là, j'aurai tout coupé, il n'y aura pas d'email, il n'y aura pas de réseau, etc. Ça, c'est moi parce que je sais qu'il me faut ce temps-là pour être vraiment concentré. Avant, je regarde mes emails, après, je regarde mes emails, mais pendant ce temps-là, c'est coupé. Et de se dire derrière ça, bah, je définis une heure de début, je définis une heure de fin. Bah, je peux faire pareil pour mes réseaux sociaux. Si j'ai besoin d'aller sur Instagram parce que c'est mon travail et que je dois publier tant de contenu par semaine, eh ben peut-être que je peux me dire, bah, ça sera entre telle heure et telle heure, tel jour. Peut-être ce sera une fois, 2 fois, 4 fois, peu importe, mais j'aurai défini, en fait, je saurai quand ça terminera. ça Pareil pour le perso. c'est ta règle des trois, c'est ça, j'avais bien Voilà, aimé définir trois séquences dans la journée où tu vas sur les c'est réseaux. ça. T'as vu, j'ai bien En écouté, hein. fait, parfait. Est-ce que tu as appliqué? C'est ça la question. Alors, je vais pas mentir, pas tous les jours, mais par contre, quand je le fais, je sais que ça me fait du bien et qu'il y a des journées où en fait, je me fais littéralement bouffer par des Ouais. impératifs et autres, et du coup, je le fais pas tous les jours, mais je le fais plus et je vois l'amélioration et je le vois aussi de manière générale sur mon temps d'écran dans la semaine, quoi. Bah, très bien. Mais en fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de faire le test et de se dire, de reprendre un peu conscience de ses usages et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, tiens, je vais tester, je vais me faire un petit challenge et je vais regarder mes mails que 4 fois dans la journée. Moi, j'aime bien 3 parce que c'est facile à retenir, c'est bien 3, on peut se dire 3 fois email, 3 fois réseaux sociaux, 3 fois, Mm. etc. Et puis voilà, on voit ce que ça donne. Peut-être qu'on va y arriver, peut-être pas, mais qu'est-ce que ça va générer? Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va pas m'aider? Est-ce que je dois augmenter le nombre, etc. Je pense que c'est intéressant de faire ces tests-là. Donc, ça peut être sur la fréquence. Donc, comme tu l'as dit, ça, par exemple, 3 séquences d'email par jour, 3 séquences d'Instagram, etc. Ça peut être dans la durée. Donc, de se dire, bah, est-ce que j'ai besoin d'une heure et demie, 2 heures, 3 heures ou peut-être 20 minutes? Bon, bah voilà, je me fais 3 séquences de 1 heure, par exemple.
eh bien, ces 3 séquences, elles dureront 1 heure. Si j'ai pas fini en 1 heure, j'ai pas fini. C'est pas grave. Ça sera sur la prochaine séquence. Et on verra ce que ça donne. Et je teste ça une journée, 2 journées. Et idéalement, je teste sur plusieurs semaines pour que ça commence à devenir une habitude qui s'inscrive dans le temps. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, en fait, il y a aussi l'idée de tester cette déconnexion. On parle beaucoup de digital detox. Il y a encore quelques années, j'aurais pu dire, bah, allez-y, testez, faites un week-end déconnecté, vous verrez, c'est génial. Maintenant, je dis plus ça, parce qu'en fait, on est dans des situations où il y a des gens où ça va générer un stress encore plus grand d'être déconnecté, parce qu'ils ont tellement pris l'habitude Bah ouais. d'être ultra connectés que se couper pendant 2 jours comme ça va être un stress terrible. Donc, pour éviter que ce soit une mauvaise expérience, parce que j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit merci Thibaut, mais ça a été la cata, j'ai vécu le pire week-end de ma vie. Donc, non, on va Ouais. éviter ça. Donc, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'anticiper. Comme l'a fait mon associé, on a fait un rendez-vous, il m'a préparé le travail, hop, tout est prêt, il part tranquille, on est organisé. Bah, c'est pareil, de se dire, voilà, j'ai envie de déconnecter, par exemple, disons, une journée entière. Quelles sont les urgences? C'est quoi une urgence? Comment, par exemple, si j'ai des enfants, est-ce que quelqu'un les garde? J'ai pas envie d'être stressé de me dire qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, et ben ok, bah, à ce moment-là, la personne qui les garde, je lui donne un numéro de téléphone, je suis encore joignable, je sais que ça, hop, j'aurai pas de stress par rapport à ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à traiter? Est-ce que j'ai besoin d'un rendez-vous en particulier d'un client, etc. Bon, bah, est-ce que je peux pas faire en sorte que cette personne la prévenir et lui dire, voilà, si vous avez besoin de moi, appelez-moi par téléphone, etc. Comme ça, au moins, bah, je coupe mes emails, je coupe mes réseaux sociaux, mais je sais que je suis pas en état d'angoisse terrible. Si j'ai vraiment besoin, bah, je peux me dire, voilà, dans mon programme, dans mon week-end, bah, peut-être que je vais rajouter de telle heure à telle heure, voilà, un moment pour vérifier mes communications digitales. Voilà. C'est ça, en fait. C'est l'idée, c'est de planifier pour pouvoir s'organiser et reprendre le contrôle, pas le faire comme ça. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Eh bien, parce que tous les sujets d'hyperconnexion, se déconnecter, ça fait peur, beaucoup, très souvent, parce on imagine tout ce qu'on va rater. C'est Les vrai. infos qu'on va rater, les opportunités qu'on va rater, les posts des autres qu'on va rater, tout ça, toutes les actualités, on imagine tout ce qu'on va perdre. Alors qu'en fait, on ne pense pas à tout ce qu'on va gagner. On se rend compte que quand on enlève ses téléphones ou ses réseaux sociaux pendant quelques heures ou une journée ou deux, en fait, on gagne un temps considérable. Parce qu'en fait, tout le temps qu'on passe à regarder tous ces contenus dont on ne se rend même plus compte de la durée, parce que évidemment, c'est conçu aussi pour ça, ça génère un temps libre de fou. Et ça, moi, c'est les premières choses qu'on me dit à chaque fois que les gens testent la Digital Detox. Ils me disent, mais c'est fou, je me rendais pas compte du temps libre que j'avais, en fait. Alors qu'on est tout le temps en train de courir après le temps, on l'a, ce réservoir de temps, il est là à notre portée, mais on décide pas d'y avoir accès parce qu'on est trop angoissé à l'idée de le faire. Et ça, c'est pas, je juge pas, ça, c'est normal d'être stressé par rapport à ça. Et en fait, du coup, il va falloir aussi prévoir des petites activités aussi pendant cette digital detox. Parce que pour Je certains, retrouve. se retrouver avec 3 4 heures de temps libre d'un seul coup, ça peut faire bizarre. Donc, prévoir un peu d'activité pour gérer ce nouveau temps libre qu'on va redécouvrir en fait. Ouais, bah tu m'étonnes. Donc en fait, si on récapitule, les trois conseils, ça serait le premier, faire le point sur sa situation pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui a amélioré. Oui, Deuxième, ça serait se mettre des limites par jour avec des séquences bien définies pour bah, pas aller au-delà. Et troisième, ça serait anticiper et planifier son projet, enfin en tout cas une expérience de déconnexion voilà. pour partir un peu sereinement et ne pas être trop stressé, quoi. Exactement, ça se planifie. Ça se planifie, c'est comme partir en randonnée, ça se planifie, c'est un peu le même principe. C'est Et pas du tout là. le dernier point que je voudrais dire, quand même très important, c'est d'y aller petit pas par petit pas, hein. L'objectif, c'est pas de se rajouter une nouvelle source de pression en se disant il faut absolument que je déconnecte, que je sois parfait dans mon usage numérique, etc. Ça serait dévoyer la logique de l'idée que j'essaie de véhiculer. L'objectif, c'est vraiment d'y aller étape par étape. On teste petites choses. Déjà, est-ce qu'on peut pas enlever le téléphone de la chambre et ne pas le regarder le Acheter un matin ou le soir? réveil! Acheter un réveil, exactement. Est-ce que je peux pas couper les notifications peut-être de certaines applications pour démarrer? Voilà, des petites choses comme ça, petit à petit. Et puis, c'est comme ça que qu'on arrivera à avancer. Et si ça nous fait du bien, voilà, si ça nous fait du bien, si ça Ouais, fait du bien aux autres aussi.
Je rebondis sur les notifications. Pour le coup, moi, j'ai vu la différence d'enlever les notifications. Alors après, moi, j'ai beaucoup de notifs, notamment sur Instagram, qui est mon canal d'acquisition principal. Et en fait, recevoir des notifications toutes les secondes, ça me m'angoissait. Vraiment, ça me mettait une pression où j'ai l'impression qu'il fallait que je réponde du coup de suite et que ça s'entassait sans ça s'entassait. Et en fait, je me suis rendu compte par moi-même déjà et assez rapidement que ça m'angoissait vraiment et que j'étais pas bien. Et donc ça, j'ai pris la décision de couper les notifications et tout ce qui a, enfin tous les réseaux sociaux ou les plateformes où il y a beaucoup de notifications. Je suis dans des groupes aussi Discord, Telegram, etc. Tout ça, j'enlève parce qu'en fait, sinon, j'ai des notifications toute la journée et j'ai envie juste de regarder si c'est pas urgent. Donc, ne serait-ce juste voir la notification, bah, en fait, je suis plus concentrée sur la tâche que je fais et je me suis perdue. Voilà, vous avez l'exemple parfait. Et moi, j'avais une Mm. dernière question. Est-ce Ouais. que, alors, c'est une question personnelle, mais je pense que beaucoup peuvent se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a un nombre d'heures, en fait, à pas dépasser pour ne pas être dans l'hyper-connexion? Je te donne un exemple où il y a beaucoup de personnes qui disent que quand on est entrepreneur, on peut facile passer 80 heures à travailler par semaine, qui fait qu'on est au bord du burn-out. Et là, il y a pas longtemps, il y a une entrepreneuse qui a dit qu'en fait, elle est en burn-out en travaillant 20 heures par semaine. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, il n'y a pas de lien avec le nombre d'heures. Alors, soit à travailler, soit être sur les réseaux, soit voilà, à cogiter, on va dire. Mais est-ce que c'est Mm. plus par rapport à la répétition, par rapport au multitâche, par rapport au mélange de réflexion, par rapport à la mise en marche aussi des neurones et des ondes peut-être que dégagent les écrans? Voilà, est-ce que ça a une Ouais. influence en tout cas sur le cerveau, le nombre d'heures passées à travailler ou sur les écrans? Le concept de temps de travail pour le cerveau, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que lui, que ce soit, c'est pareil, la notion de congé payé, de vacances, de week-end, tout ça, le cerveau, pour les neurones, ça n'a pas de signification biologique. Donc, c'est pas un sujet de son point de vue à lui, je dirais. Euh, la durée, c'est assez difficile de répondre comme ça parce que tout dépend du type de travail, tout dépend de notre rapport au travail, tout dépend des contraintes qu'on a en fait. C'est ça l'élément clé. Point important, c'est première chose, c'est qu'est-ce que ça me fait à moi? Est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Ça, c'est déjà revenir à ça. Est-ce que si je travaille 50 heures par semaine, 80 ou 20, c'est parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'aide dans ma vie, ou est-ce que c'est parce que je suis obligé de le faire, ou est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je dois faire ça pour répondre à tel stéréotype, telle injonction, etc. Ça, c'est le premier point. Moi, je n'ai pas de diagnostic à faire. Si quelqu'un me dit qu'il travaille 80 heures et qu'il est très heureux et que tout va bien et qu'il n'a pas de problème dans sa vie, j'ai pas à juger ça. Et pareil, si quelqu'un me dit je travaille 10 heures mais j'en peux plus, c'est la fin du monde, bah, voilà, ça, c'est à l'échelle individuelle. Donc, chacun doit trouver son équilibre. En revanche, il y a un point moi, que je pense vraiment extrêmement important, c'est d'assurer des moments d'oisiveté dans la journée, des moments de pause. Il faut que notre cerveau, il a besoin, il peut pas être tout le temps en train d'être focalisé sur une tâche, à faire quelque chose, à compter, à te réfléchir, à prendre des décisions, etc. Il a besoin d'alterner avec différentes choses. Pour Et, recharger les euh, batteries. et voilà, il a besoin en quelque sorte de recharger ses batteries, il a besoin de moments où il fait autre chose, où nous, on n'est pas en train de réfléchir, on est en train de laisser notre esprit rêvasser, de vagabonder. Et c'est ça qui est important. Donc c'est ça, je pense que c'est encore plus important que le reste. C'est-à-dire qu'on a besoin de petits moments dans la journée où on fait rien, où on est en train de, voilà, de regarder par la fenêtre, on est en train de regarder une plante, on est en train de, voilà, de penser à ses vacances, peu C'est importe. bien Hein. que tu Mais précises de rien faire parce qu'il y en a qui vont me dire, bah, du coup, si je fais rien, que j'arrête de travailler, bah, du coup, je vais scroller sur les réseaux, je vais regarder la télé. Là, c'est vraiment ne rien faire, rien, 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 c'est s'ennuyer, quoi. exactement, c'est exactement ça. Ok. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on se retrouve dans des moments, bien souvent, hein, quand on se retrouve dans des moments où on n'a rien à faire, comme on n'aime pas s'ennuyer, on prend son téléphone et on fait autre chose. Mais ça, en fait, c'est pas une vraie pause. Et c'est pareil si on reprend l'exemple du sportif de haut niveau, il a ses phases de récupération. Elles font partie de son entraînement. Pendant ces phases de récupération, il va pas aller faire un marathon. Non, il va pas aller nager. Non, il récupère. Voilà. Parce que c'est obligatoire pour améliorer ses performances. Ben, c'est pareil avec le reste de nos capacités cognitives, on a besoin de moments où on fait un spécial. On n'est pas surconnecté, on n'est pas sur les réseaux et on accepte de s'ennuyer. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment,
ça serait vraiment très, 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 très bénéfique. Donc s'ennuyer, on est d'accord, c'est ne rien faire, même par exemple pas lire un livre, parce que on peut associer ne rien faire, ne pas être sur les écrans. Mais est-ce que lire Oui. un livre, du coup, notre cerveau est en pause? Bah, pas exactement, parce qu'il est sur une tâche qui est en train Ouais. de lire et de comprendre, etc. Donc c'est pas véritablement une pause au sens de ce que moi, auquel je réfère en neurosciences, qui serait l'activation du réseau du mode par défaut, etc., etc. Oui, parce que le cerveau ne dort Mais jamais. voilà, le cerveau ne dort jamais, lui, il est toujours actif, toujours, toujours, toujours. Toujours en train, même la nuit, toujours en train de faire quelque chose, et quelque chose qui a priori doit être utile pour son bon fonctionnement. Euh, donc lire, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas lire, bien au contraire. C'est bien aussi d'avoir des moments de lecture, des moments d'écoute de la musique, faire des choses qui nous plaisent, qui nous procurent du plaisir. Mais il faut aussi des moments où on fait rien de spécial. Mais Ça, je après, pense que pareil, faut pas que ça devienne, faut pas que on n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on est en train de se dire, ah là là, j'ai pas réussi aujourd'hui à ne rien faire. Non, oui, il ou faut pas se mettre ou de qu'on se dise, pression. mais quelle est la meilleure façon de ne rien faire dans ma journée? Ah là là, ça m'angoisse. Non, tenter, voilà, c'est juste redonner un peu ces lettres de noblesse à ne rien faire. C'est bien, c'est ne pas le voir comme quelque chose d'inutile. C'est ça qui est intéressant. Ok. C'est peut-être vous pensez que c'est inutile parce que vous produisez rien. Oui, Mais on perd du pour temps. votre cerveau, c'est indispensable. Comme dormir. Dormir, c'est indispensable pour la santé. C'est pas une perte de temps. C'est, c'est comme respirer, c'est indispensable. Voilà. Oui, ah non, mais ça, je suis totalement d'accord. Et du coup, il y a Donc des c'est, voilà. minimums de pauses à avoir dans la journée ou c'est propre à chacun? Non, ça c'est propre. Déjà d'en faire déjà quelques-unes, ça serait déjà pas mal. Voilà. C'est déjà un bon début. C'est déjà un C'est pas bon donné à tout début. le monde. Voilà. Voilà. Bah écoute, Quelques. merci beaucoup Thibaut. Est-ce que tu as un mot de la fin, rajouter un conseil, quelque chose qui t'a marqué ou une leçon que tu as envie de partager? Ennuyez-vous, ennuyez-vous un maximum. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je peux vous dire. Voilà. C'est vrai. Surtout en tant qu'entrepreneur, on ne connaît pas l'ennui. Vraiment, je pense que personne ne Exactement. connaît l'ennui. Donc, ça va être notre mission de commencer à s'ennuyer. Et on reviendra vers toi pour te dire ce que ça a donné. Avec plaisir. Merci pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Sur LinkedIn, c'est surtout là que c'est l'unique réseau où je publie des infos et puis je fais des petites vidéos de temps en temps où j'essaie de communiquer sur les neurosciences. Eh ben, génial, on regardera tout ça pour avoir encore plus d'informations. Merci à toi. Je te dis à très vite. Merci. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.